Vendredi 28 août 2026, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Viva Info en version française. À la une de l'actualité de ce soir, on ne sait plus quelle est la véritable cause des coupures d'électricité sur le réseau interconnecté d'Antananarivo. Tantôt on annonce que le groupe d'Ambomenamboul est en panne puis qu'il est réparé avant qu'une nouvelle panne ne survienne soudainement. De leur côté, les usagers n'ont d'autre choix que de subir de longs délestages de jour comme de nuit. Reportage de Felena Rakotoarsoul. Le TAC, le groupe installé à Ambomenamboul, est resté à l'arrêt hier. Il était en panne depuis lundi selon les informations publiées par la Jirama sur sa page. Il aurait repris son fonctionnement hier à partir de 22h, toujours selon les informations communiquées. Les réparations auraient été menées avec des techniciens turcs d'Aksaf d'Ambomenamboul. Une fois en service, le groupe aurait produit 18 mégawatts. La Jirama a affirmé sur sa page qu'après la remise en marche de ce groupe TAC, les coupures d'électricité sur le réseau interconnecté d'Antananarivo seraient réduites au strict minimum si elles devaient encore se produire. Mais cette reprise n'a pas duré. Alors que la réparation venait d'être annoncée la veille au soir, une nouvelle anomalie a été détectée dès aujourd'hui sur le disjoncteur du TAC 1 de la Jirama à Ambomenamboul, selon un communiqué. La Jirama a donc été contrainte d'arrêter la production de ce groupe, selon toujours ce communiqué. Un nouveau déficit de production a ainsi touché le réseau interconnecté d'Antananarivo. Dans de nombreuses zones, les usagers ont subi des coupures de près de 3 heures, comme il est annoncé dans le programme du délestage tournant publié par la Jirama sur sa page. De nombreux usagers, là des excuses et autres surprises au quotidien, s'interrogent quelle est la véritable explication et que croire sur les véritables origines de ces longues coupures. Partons à présent à Muramang, un homme qui fabriquait de faux permis de conduire a été arrêté par les forces de l'ordre à Muramang au début de cette semaine. Tout le matériel qu'il utilisait a été saisi, notamment de faux cachets portant les noms des responsables du CIM. Selon les informations, il facturait entre 100 000 et 150 000 arrières la fabrication d'un faux permis. Reportage. La rumeur avait circulé à Muramang qu'il était possible d'y obtenir un permis de conduire en seulement 2 jours. Cette information a alerté les forces de l'ordre locales. À l'issue de leurs recherches, elles ont interpellé cet homme de 53 ans. Il demandait entre 100 000 et 150 000 arrières pour fabriquer un faux permis. Certains des documents falsifiés étaient difficiles à détecter, car aussi bien les dates utilisées que l'apparence du document étaient soigneusement reproduites. Même la signature et le cachet employés étaient ceux d'un responsable en fonction il y a 10 ans. Les derniers permis roses ont été délivrés à Madagascar vers le milieu de l'année 2016. Les forces de l'ordre appellent tout un chacun à ne pas se laisser entraîner dans ce type de fraude. Dans les actualités de ce jour également, parlons météo. Des vents violents touchent la côte sud-ouest depuis aujourd'hui. Ils se poursuivront demain et pourront s'étendre jusqu'au dimanche 30 août. La mer restera forte à très forte entre les côtes du Melek, de l'Anos, ainsi qu'entre l'Anos et la Diana en raison d'une houle modérée à forte venant du sud et du sud-ouest. La prudence est donc de mise. Toujours un reportage de Felena Rakotoarsoul. Des vents soufflant autour de 45 à 55 km/h commencent à souffler sur les côtes du sud-ouest de l'Indjoui, de l'Anos et du Fitvnani jusqu'à la Diana. Les vents devraient également se renforcer sur la côte nord-ouest à partir de la soirée. Ils devraient atteindre environ 45 à 55 km/h entre Murumbe et Be'el-Katuliara 2, ainsi qu'entre Manakar et Sambave d'aujourd'hui, vendredi 28 août 2026, à demain, samedi 29 août 2026. Il devrait persister jusqu'au dimanche 30 août 2026 entre Be'el-Ketolanyar ainsi que le littoral de la Diana. Selon les informations du service météorologique, la zone comprise entre Madzing et Analala va se rendre concernée à partir de la nuit de ce vendredi 28 août jusqu'au matin du dimanche 30 août 2026. Une vigilance rouge est donc en vigueur pour l'ensemble des zones côtières concernées. La mer restera forte à très forte entre les côtes du Melek et de l'Anos, ainsi qu'entre l'Anos et la Diana, en raison d'une houle modérée à forte venant du sud et du sud-est. Les vagues devraient atteindre 3 à 4 mètres et ponctuellement 4,5 à 5 mètres entre Murumbe et Tolanyar. D'aujourd'hui, 28 août, à demain samedi 29 août, la zone comprise entre Bessalimp et Be'el-Katuliara 2 sera concernée. Entre Be'el-Katuliara 2 et Tolanyar, la situation devrait se prolonger jusqu'au dimanche 30 août 2026.
Entre Tolagnar et le cap Baoumbi, ces conditions devraient persister à partir d'aujourd'hui, vendredi, jusqu'au début de la semaine prochaine. La navigation maritime pourrait être difficile et présente des risques. La prudence est donc indispensable. Le service météorologique invite chacun à suivre attentivement les consignes données par les autorités locales. Sur le plan politique, jusqu'à présent, près d'un an après les manifestations de la jeunesse qui ont conduit à la crise politique que traverse actuellement le pays, la voie à suivre demeure encore incertaine. La refondation constitue le mot d'ordre des dirigeants actuels, tandis que les jeunes réclament un changement de système. Qu'il s'agisse de refondation ou de changement de système, une seule voie s'impose, le dialogue à travers un dialogue politique ou une concertation nationale, selon les spécialistes. Reportage sur les images de Christian Ravounerson. Le système en vigueur jusqu'à présent à Madagascar n'a pas fonctionné, comme en témoigne la récurrence des crises politiques dans notre pays. Selon un spécialiste des affaires politiques, si la population réclame la dissolution de l'Assemblée nationale, c'est que cette institution a elle aussi échoué. Selon lui, la première solution consiste à organiser un dialogue inclusif auquel le tous participent, ainsi qu'une concertation nationale. Celle-ci ne doit pas concerner uniquement les responsables politiques, mais l'ensemble de la structure sociale malagasy. La mise en œuvre de cette démarche dépend toutefois du respect, par les dirigeants actuels, de toutes les étapes du processus de résolution de la crise politique. Poursuivons dans la page sociale, parlons études supérieures. Après la publication des résultats du baccalauréat, de nombreux étudiants sont encore en train de choisir la filière qu'ils souhaitent suivre. Certains choisissent de passer les concours d'entrée dans les universités publiques, tandis que d'autres préfèrent poursuivre leurs études dans des établissements privés. Afin de les orienter, un salon de l'étudiant a été organisé au lycée Jean-Joseph Rabé-Hervé pendant 3 jours. Ce salon prendra fin demain. C'est un reportage signé Radwan Manazatouf sur les images de Zahara Njanso. D'après les étudiants que nous avons rencontrés, chacun envisage généralement 2 ou 3 filières après l'obtention du baccalauréat. Certains hésitent encore sur leur choix définitif. Ils doivent également décider s'ils poursuivront leurs études dans une université publique ou dans un établissement privé. Pour répondre à leurs attentes et à leurs interrogations, des séances d'orientation leur ont été proposées lors du salon de l'étudiant organisé au lycée Gigi Rabé-Hervé. Pendant 3 jours, les étudiants peuvent visiter de nombreux stands présentant une grande variété de filières de formation. Ce salon de l'étudiant prendra fin demain. Et puisqu'on parle d'études supérieures, la capacité d'accueil annuelle de l'université d'Antananarive pour les étudiants de première année se situe entre 8 000 et 10 000 places. Ce chiffre inclut aussi bien les facultés que les grandes écoles. Pourtant, pour cette seule année, 32 078 candidats ont obtenu le baccalauréat à Antananarive. Autrement dit, seul un bachelier sur 3 ou 4 peut obtenir une place à un catch. Ainsi, plus de 70% des nouveaux bacheliers de la capitale ne peuvent pas poursuivre leurs études au sein de l'université publique, faute d'infrastructures adaptées aux normes, au nombre d'étudiants. Beaucoup d'entre eux sont donc contraints de s'inscrire dans les universités privées. Néanmoins, les frais de formation y constituent un obstacle pour la majorité des étudiants. Dans la page culturelle, de nombreuses manifestations artistiques sont prévues ce week-end. Il y en aura pour tous les goûts. Le public pourra choisir parmi une grande variété d'événements. Nous en dit plus. Demain samedi, le Quarter Squad se produira au Radisson Blu d'Ambodvoun à partir de 19h. Il fera revivre pour les admirateurs les danses et les chansons qui ont fait la renommée de Michael Jackson.
Mira de Kim se produira également demain à l'AFT à Navamimp à partir de 17h. Mira y interprétera notamment les chansons qui l'ont rendue célèbre, telles que Waftiwil, Ila Tsarano et bien d'autres. Une belle soirée de Vazomten en compagnie de Lombelriki est prévue demain samedi au Makai Analamaïns à partir de 18h. Eric Manan et ses amis au sein de Feu Gaz retrouveront les amateurs de la guitare lors d'un grand spectacle de 4 heures à l'amphithéâtre du CCI Ivat demain à partir de 15h. Révi Arakzagne, un événement entièrement consacré au rap avec le groupe Rabous, aura lieu au Palais des Sports de Mammasn le dimanche 30 août à partir de 15h30. Le public retrouvera également le groupe Rebka dimanche à partir de 14h dans le cadre du spectacle Timbirne 2026 sur le terrain du basket de CCSK Antanmen. Le groupe y interprétera les chansons qui ont marqué sa carrière, telles que Miredarid ou Entwao. De voix du rock, une soirée de métal avec Kennedy Harrison se tiendra à l'espace vert d'Analamaïns le dimanche 30 août à partir de 14h30. Les deux artistes y interpréteront des titres de grands groupes de musique métal, notamment Iron Maiden, Guns Roses, Europe, Scorpion, Queen, The Police et bien d'autres. Dans les régions, le public replongera dans l'ambiance des années 2000 avec le groupe Tempo Geg Amazang à partir de 20h. Dans les actualités internationales de ce soir, au Népal, l'armée a évacué 350 ouvriers et habitants qui étaient piégés dans le tunnel de la centrale hydroélectrique du port Trishuli dans le district de Rasuwa après les crues dévastatrices venues du Tibet. Les opérations menées par hélicoptère dans des conditions météorologiques très difficiles se poursuivent pour retrouver d'autres survivants. France 24. Ces secouristes népalais sont parvenus à extraire une centaine de personnes piégées dans le tunnel d'une centrale hydroélectrique submergée par la boue. Mais le bilan des victimes des crues dévastatrices à la frontière népalo-chinoise ne cesse de s'alourdir. Ces dernières heures ont été très intenses et la situation n'est pas stabilisée. Notre attention se focalise en particulier sur les glissements de terrain qui pourraient survenir à cause du nouveau lac qui s'est formé en aval. Ce lac de retenue a déjà partiellement débordé. Formé par une accumulation de roches, de boue et de débris charriés, il a créé une sorte de barrage naturel qui pourrait encore libérer d'importantes quantités d'eau. Face au risque de glissement de terrain et de nouvelles inondations, les autorités du district de Nuwakot ont sommé les habitants d'évacuer les zones jugées dangereuses. Les secouristes ont dû interrompre temporairement leurs opérations de sauvetage dans certaines zones avant de pouvoir les reprendre. Dans ce village népalais, des listes indiquent les personnes secourues et celles toujours portées disparues. Mon beau-frère est porté disparu, son nom n'est pas sur la liste. Ma femme et mon fils ont été emportés par les crues. Tout mon village et presque toutes les routes ont été dévastées. La crue meurtrière a ravagé des villages et des vallées, détruisant infrastructures, routes et ponts le long d'un itinéraire prisé des touristes reliant Katmandou à Lhasa au Tibet. Le Népal a déclaré vendredi ne pas avoir besoin de l'aide étrangère pour les missions de recherche et de sauvetage, bien que les propositions affluent de la part de nombreux pays. Partant à présent au Norvège, le roi Harald V de Norvège est mort aujourd'hui à l'âge de 89 ans, après plus de 35 ans sur le trône. Figure populaire et rassembleuse, il avait vu son état de santé se dégrader ces derniers jours. Son fils Håkon lui succède à la tête de la monarchie norvégienne. France 24. Sur le toit du palais royal, le drapeau de la monarchie norvégienne a été mis en berne. Quelques minutes avant, la télévision norvégienne annonçait la mort à 89 ans du roi Harald VI. Les réactions ont été immédiates à la disparition du doyen des souverains d'Europe. Le Premier ministre norvégien a indiqué que la nation entière était en deuil. Le roi Charles III a fait savoir que la Grande-Bretagne partageait le chagrin de la Norvège. Et le président français Emmanuel Macron lui a rendu hommage sur X. Monté sur le trône en 1991, le roi de Norvège a connu ces dernières années de nombreux problèmes de santé, le contraignant à réduire ses engagements officiels. Mais il avait toujours refusé d'abdiquer, expliquant qu'il avait prêté un serment à vie devant le Parlement. Très populaire, les dernières années de son règne sont néanmoins ternies par une série de scandales qui ébranlent l'image de la monarchie.
Et l'annonce de sa disparition braque désormais les projecteurs sur l'héritier du trône, Haakon, 53 ans. Le prince héritier devient roi automatiquement après avoir traversé une année jusqu'ici très mouvementée. En janvier, le nom de son épouse, la princesse héritière Mette-Marit, est apparu dans des documents l'associant au criminel sexuel américain Jeffrey Epstein, avec lequel elle aurait entretenu une correspondance. Le fils de Mette-Marit est lui aussi au cœur d'un scandale. Issu d'une précédente union, le jeune homme a été condamné à 4 ans de prison, notamment pour des viols et pour des violences contre une ancienne compagne, sentences pour lesquelles il a fait appel. Autant de scandales qui mettent la monarchie norvégienne à rude épreuve. Partons à présent en France. Pour la première fois, le festival Rock en scène propose des concerts audio des cris en direct afin de permettre aux personnes aveugles et malvoyantes de vivre pleinement le spectacle. C'est un reportage signé France 24. Malgré sa passion pour la musique, Salia avait longtemps évité les festivals. Mais cette année, cette Parisienne malvoyante est bien présente à Rock en scène, équipée d'un casque audio. Ça a été mes yeux, donc j'ai su absolument tout ce qui se passait. Cette voix dans le casque est celle de la comédienne Raphaël Valenti, qui entre sur scène, elle a un chapeau de cow-boy, qui assure en continu une audio-description des prestations. Elle ferme les yeux. Elle vise le public avec les doigts, comme un revolver. Trouver le mot juste, au bon moment, pour plonger l'auditeur dans l'ambiance sans le submerger. Je suis les yeux des spectateurs qui ne voient pas. Je ne dois pas m'imposer. Dès que je sens que je peux intervenir, je vais parler à ce moment-là. Et donc je vais donner tous les mouvements qui composent son spectacle. La musique en particulier, c'est le meilleur moyen d'échanger des émotions. Cette initiative pour les malvoyants est une première pour le festival, qui propose déjà des gilets vibrants et des interprètes en langue des signes pour rendre ses concerts plus inclusifs. Pour Salia, ce casque fait toute la différence. Ça fait tellement d'années en fait que j'ai pas fait de festival que là ouais, j'ai bien l'intention de m'éclater parce que c'est un dispositif, c'est juste waouh. S'il continue, s'il le renouvelle, ça va être super parce que moi je vais pouvoir retourner en festival. Et c'est un manque, c'est un gros manque en fait. Chaque jour, un concert sera accessible en audio-description jusqu'à la fin du festival, ce dimanche.